beaucoup Eric et encore merci pour cette invitation. Je vais vous présenter aujourd'hui un ensemble de documents qui ne sont pas, vous le verrez, très spectaculaires à première vue. Ce ne sont pas des grandes chartes officielles, ce ne sont pas des grandes stèles, mais c'est un ensemble suffisamment homogène et original qui permet de documenter une période importante de l'histoire de l'Égypte, celle qui se situe donc quelques dizaines d'années après la conquête arabe de 641, au moment où les nouveaux arrivants, le nouveau pouvoir met en place les rouages d'une nouvelle administration en s'appuyant, au début en tout cas, sur les élites locales et chrétiennes. Edfou est une ville de Haute-Égypte, c'est assez au sud dans l'Égypte, grossièrement à mi-chemin entre Luxor et Assouan. Edfou est surtout connu des touristes pour être le lieu où se situe le grand temple consacré à Horus, un temple d'époque ptolémaïque, construit en gros entre le 3e et le 1er siècle avant notre ère. Et vous voyez sur cette diapositive, le temple est aujourd'hui complètement dégagé. Il avait commencé à être fouillé dès la moitié du 19e siècle et il est actuellement complètement enclos dans la ville moderne. Et adossé à l'enceinte de ce temple se trouvait la ville. Dans ce qu'on appelle le Tel d'Edfou ou le Côme, se sont accumulés les restes de la ville depuis l'époque pharaonique jusqu'à l'époque arabe. Donc on a tous les restes de cette ville ici qui a, elle, commencé à être fouillée nettement plus tard, pas avant le début du XXe siècle. Sur cette image, vous voyez comment ça se présente aujourd'hui. Donc l'accès au temple a été complètement dégagé et pavé, mais on voit encore, en arrivant au temple, sur le côté, les restes du fameux tel ce qui conservait les restes de la ville. Les fouilles de la ville en question ont été menées en différentes campagnes pour le compte d'abord de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire et ensuite en collaboration au cours de 3 campagnes avant la Deuxième Guerre mondiale, en collaboration avec l'Université de Varsovie en Pologne. Les fouilles de la ville avaient pour but principal de trouver des papyrus au début. Il faut être conscient de cela parce qu'il n'y a pas vraiment de dégagement systématique et organisé. L'important pour Paul Colomb, pour Henri Heine, pour Octave Guéraud, pour Maurice Alliot, ce sont des papyrologues, c'est de trouver des papyrus. J'ai souligné les deux campagnes, les 2 séries de campagnes qui ont effectivement fourni en masse des papyrus et aussi des ostracas, c'est-à-dire des tessons de poterie inscrits. Donc, dans les années 1920, les fouilles menées par l'archéologue Henri Heine, pour le compte de l'IFAO, ont livré des papyrus grecs et coptes, des papyrus grecs et coptes trouvés dans une jarre dont nous allons reparler, et quelques autres. Et ces documents ont été répartis entre l'Institut français du Caire et le musée du Louvre. Elles ont également fourni des ostracas grecs et coptes qui ont été, pour la plupart d'entre eux, attribués au musée du Louvre. Quant aux fouilles franco-polonaises, elles ont livré dans une moindre mesure des papyrus et des ostracas coptes qui ont été partagés entre l'Institut français du Caire et le Musée national de Varsovie. La fouille de la ville par la campagne franco-polonaise a donné lieu à 3 séries de rapports beaucoup plus détaillés sur le plan archéologique. Ce qu'il faut savoir, c'est que les fouilles des années 20 et les fouilles des années 37-39 se sont déroulées sur les mêmes zones. Donc il y a beaucoup de points communs entre les documents trouvés dans les fouilles de 1920 et dans les fouilles de 1937-39. Aujourd'hui, le site d'Edfou continue à être fouillé. Il a été activement, pendant les 20 premières années du XXIe siècle, par
l'Institut oriental de Chicago sous la direction de Nadine Muller, et depuis 1920, le projet est rattaché à l'université de Yale. Actuellement, on est descendu assez bas dans la couche archéologique et donc on ne trouve plus ou presque plus de documents grecs ou coptes de la période byzantine et du début de la période arabe. On trouve des documents plus anciens. Quelques images des fouilles de Henri N qui sont assez instructives parce qu'on voit bien encore les restes de la ville avec des maisons, probablement à plusieurs étages, et tout à la droite de l'image, on voit se dresser le pylône du temple d'Horus. Ces photos sont conservées sous plaque de verre à l'Institut français du Caire et elles sont assez précieuses pour essayer de repérer un certain nombre d'endroits. Une autre image vous montre encore certaines de ces maisons. La découverte la plus spectaculaire des fouilles de Henri N a été cette jarre, donc une jarre de stockage, toujours conservée à l'Institut français du Caire dans la salle des papyrus, donc mesurant 93 cm de haut par 60 de large et dans laquelle se trouvaient plusieurs centaines de fragments de papyrus grecs et coptes, découverts donc à Tel et-Fou pendant les fouilles. La jarre en question a été étudiée par Sylvie Marchand, qui est la céramologue de l'Institut français du Caire. Elle l'a étudiée en comparaison avec d'autres jarres de stockage. C'est une jarre qui sert à contenir toutes sortes de denrées sèches et qui n'était probablement pas à l'origine destinée à contenir des papyrus. C'est important d'avoir ça en tête quand on aura à réfléchir sur pourquoi les papyrus se trouvaient-ils dans cette jarre. Alors, comment étaient-ils rangés dans cette jarre? Eh bien, nous n'en savons rien. La photo que je vous montre ici et qui est tirée de la publication de Sylvie Marchand est une hypothèse de sa part sur la manière dont les documents pouvaient y avoir été disposés, pour la bonne raison que la découverte de la jarre n'a pas été documentée. Donc nous ne savons pas où elle a été trouvée sur le site exactement, comment les papyrus étaient rangés à l'intérieur, s'ils étaient encore roulés, s'ils étaient déjà déroulés, s'ils étaient empilés, si les Grecs étaient dans des couches différentes des Coptes. Nous n'avons aucune indication sur tous ces points. Nous n'en avons d'autant moins, si je puis dire, que la jarre a été presque immédiatement transportée d'Edfou au Caire à l'Institut français. 700 km, 650 à 700 km, et les papyrus sont arrivés en pièces, en miettes pour certains, à l'Institut français. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé pendant le transport. Des bruits disent que pour lester la jarre et pour qu'elle ne tombe pas, on avait mis à l'intérieur des grosses pierres qui, en fait, avec les cahots de la route, ont tout simplement haché soigneusement les papyrus. Et comme ils n'avaient pas du tout été examinés avant, on se retrouve avec une documentation qui promettait d'être extraordinaire, qui est certainement très intéressante, mais dans un état assez catastrophique. Alors, certains documents, malgré tout, sont conservés de manière assez satisfaisante. Ici, je vous montre un exemple d'un papyrus grec, donc, qui est relativement bien conservé. On a la marge, c'est une lettre, on a la marge supérieure, on a la marge inférieure, on a la marge de droite. Il manque probablement ici une partie, mais on peut considérer que dans l'ensemble, c'est un document bien conservé. Alors, ce document qui est publié porte le sigle P-Apol 45. P-Apol, c'est la façon dont on désigne le volume, enfin les papyrus grecs publiés par le papyrologue Roger Raimondo en 1953,
donc sous le titre papyrus grec d'Apollonos Anno, c'est-à-dire Apollonos du Haut, donc Edfou, c'est son nom grec, hein, et donc les papyrologues ont donné à cette publication le sigle P-Apol. La publication contient 105 textes et elle est considérée comme représentant la publication des archives d'un certain Papas, pagarque d'Apollonos Anno. Je vais revenir sur cette fonction de pagarque. Les archives avaient été attribuées par Raymondon au début du 8e siècle, et puis la datation a été revue par Jean Gascou et Klaas Worp, qui ont de manière convaincante attribué ces archives aux années à peu près 670-675. La documentation copte, quant à elle, se présente de manière variable. Donc, à gauche, vous avez la moitié d'une lettre copte, on pourrait dire relativement bien conservée si on considère l'ensemble de la documentation. Et à droite, vous avez le cas malheureusement le plus fréquent, un ensemble de petits fragments. Et vous comprenez déjà que l'essentiel du travail va s'apparenter à un vaste puzzle. Dans son introduction au P-Apol, Raymondon, qui était parfaitement conscient qu'il y avait des textes coptes dont il n'avait pas eu le temps ou le loisir de s'occuper, disait ceci: « Comme je l'ai dit plus haut, il y avait aussi dans cette jarre des papyrus coptes. Ils sont moins nombreux que les Grecs et tout aussi mal conservés. Une lecture aussi complète et attentive que possible m'a permis de constater qu'il s'agit généralement de lettres privées, souvent écrites par des prêtres ou des moines. Qu'ils soient grecs ou qu'ils soient coptes, tous les documents concernent le même personnage nommé Papas, en sorte que la jarre ne renfermait pas les archives d'une famille, mais d'un seul individu. » Alors là, cette affirmation de Raymondon est désormais battue en brèche. Elle reflète bien un certain préjugé par rapport aux Coptes. Tout ce qui est officiel, ce serait du côté grec, et tout ce qui est privé et religieux, ça serait pour le Copte. Alors, ça n'est pas du tout la réalité de cet ensemble. Les papyrus coptes, d'une part, on le sait maintenant, sont au moins aussi nombreux que les Grecs et probablement plus. À l'heure actuelle, on estime qu'on a les restes de plus de 150 documents coptes. Ils ne sont pas du tout des lettres privées et très peu de lettres émanent en fait de milieux de personnages religieux, moines, pas du tout, évêques un peu, prêtres un peu. Donc ce sont en fait les mêmes sujets que dans les lettres grecques qui sont abordées, mais pas par les mêmes personnages ou pas dans les mêmes circonstances, et c'est ce qu'il nous appartient d'établir. Il faut aussi bien prendre en compte la différence entre public et privé n'est pas toujours évidente. On verra que dans les documents grecs, il y a un versant privé et un versant public. Et dans les documents coptes, eh bien, en réalité, il y a essentiellement un versant qui concerne les affaires publiques. Je vous montre, et nous reviendrons dessus un peu plus tard quand j'aurai présenté un peu mieux le projet, donc un schéma destiné à éclairer le personnage de Papas qui est au centre de ces archives et le réseau au sein duquel il se trouve. Hein. Donc, on reviendra sur ces différentes réalités. Pour bien comprendre en fait ce réseau, il faut juste avoir en tête que Papas, le pagarque donc, qui est responsable de la ville d'Edfou et de son territoire, est en quelque sorte en troisième position dans la hiérarchie administrative. Tout en haut, il y a le gouverneur de l'Égypte qui porte le nom de Sumboulos et qui réside dans la capitale. On est au temps du calife Al-Moawiya. Et donc ensuite, on a un intermédiaire supplémentaire qui est le duc de Thébaïde, qui lui réside à Antinopolis ou se fait représenter là-bas par son
lieutenant le topotérète, et donc c'est de lui que Papas va recevoir ses ordres par l'intermédiaire de secrétaires. Et puis on voit qu'au plan horizontal, c'est-à-dire certaine égalité, il y a à gauche les collègues et éventuellement les ecclésiastiques, à droite la famille, et puis tout en bas on a les personnes qui sont de rang inférieur à Papas. Alors je reviendrai sur tout cela en détail. Je voulais juste avant, donc, si nous sommes arrivés à ce schéma que je vous ai montré, c'est grâce à un projet de reconstruction qui a démarré en 2016, de reconstruction très laborieuse, donc un projet soutenu par l'IFAO, l'Université de Bâle et deux institutions parisiennes qui nous ont accordé des financements, les financements étant limités aux voyages sur place, aux missions, mais n'assurant pas de rémunération pour les collaborateurs. Associé au projet sur le plan scientifique, le musée du Louvre, bien sûr, puisqu'il y a un certain nombre de documents là-bas, le musée national de Varsovie, c'est normal, et l'Institut de papyrologie de la Sorbonne, parce que nous avons retrouvé, grâce à Jean Gascou, un certain nombre de fragments de la jarre qui, pour une raison mystérieuse, sont désormais à Paris. Depuis quand, on ne sait pas. Pourquoi, on ne sait pas. Apportés par qui, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une partie de ces fragments se recolle parfaitement avec certains fragments du Caire. L'équipe est importante, vous voyez, est très internationale. Donc je dirige ce projet avec mon collègue de Bruxelles, Alain Delattre. Quand nous avons commencé, nous avions l'intention d'avoir 4 chercheurs confirmés et 5 jeunes chercheurs qui étaient des postdocs à l'époque. Presque tous ont obtenu un poste maintenant, ce qui est une bonne chose, mais ce qui fait que le temps qu'ils ont à mettre au service du projet a évidemment diminué. Et nous avons intégré également un doctorant égyptien qui s'occupe d'une partie de la documentation, et Florent Jacques, qui est ingénieur d'études à l'Université de la Sorbonne et qui a un œil de lynx pour recoller les fragments dispersés. Je vous montre rapidement quelques images de la fièvre de nos premières missions à l'Institut français. Donc, une grande partie du travail, quand on identifiait un raccord, était donc de défaire le verre, remettre les papyrus dans le bon placement, refermer les verres. Donc c'était beaucoup d'excitation. Et vous voyez au fond que nous travaillons tout près de la jarre, qui est vraiment, bien sûr, désormais vide. Donc un aspect du travail aussi, donc chacun a appris un peu, certains savaient, d'autres pas, à manier ces petits fragments. Et l'avantage de se retrouver au Caire était qu'on pouvions avoir des discussions autour des papyrus directement. Alors, je reviens à mon diagramme. Donc, je vous ai expliqué pourquoi Papas est au centre et pourquoi il va recevoir de tous ces personnages du courrier. Voilà. Papas, je vous l'ai dit, ne reçoit pas ses ordres directement du gouverneur, mais par l'intermédiaire du bureau du duc, et il en reçoit d'autres, apparemment, directement de fonctionnaires arabes qu'on appelle en grec amira, qui est bien sûr le mot arabe amir, qui désigne des officiels qui sont probablement une institution déjà parallèle à celle du duc. Sur le plan, donc, les ordres que reçoit Papas, ils concernent essentiellement la fiscalité et les réquisitions. On est à une période où l'administration, le pouvoir arabe se met en place, il a à lutter contre un certain nombre d'oppositions, il a à bâtir la capitale, donc les réquisitions pleuvent en matériel et en personnes, hein, des ouvriers, des marins, des matières premières, nous allons le voir. Papas
par ailleurs, était un membre de l'élite locale, hein, presque la plus haute couche sociale à cette époque, pas la plus haute, pas la classe sénatoriale, mais celle juste en dessous. Et donc c'est aussi un grand propriétaire terrien. Donc il a des domaines où on cultive un certain nombre de choses, il a des troupeaux et il a des serviteurs et des esclaves, probablement aussi. Et donc toute cette partie de son activité est documentée aussi par des comptabilités, par des lettres échangées avec d'autres propriétaires terriens. Et cette partie est documentée exclusivement en grec. La comptabilité continue à se faire exclusivement en grec. De sa famille, on a peu de textes. On sait que son père Libérios était déjà pagarque avant lui, hein, donc c'est le signe que c'est aussi une espèce de dynastie. Mais on a quelques incertitudes sur la constitution de la famille de Papas. Et au niveau inférieur, si je puis dire, on a un certain nombre de gens qui sont alors, des gens qui travaillent pour lui, des chefs de village alentours, des collègues de rang inférieur et un certain nombre de particuliers qui n'écrivent pas eux-mêmes mais qui font écrire par l'intermédiaire pour demander beaucoup de choses. La position de Papas au centre montre aussi quelque chose qui va être très très sensible dans les lettres, c'est que Papas d'un côté reçoit des ordres extrêmement urgents, précis, contraignants, et d'un autre côté doit veiller à ce que la population dans laquelle il a la charge ne soit pas écrasée. Donc on sent bien que sa marge de manœuvre n'est pas très grande. Je vais vous montrer quelques exemples de chacun de ces documents. Comme ces documents sont très fragmentaires, la plupart du temps, on n'a pas le nom de l'expéditeur. Donc il faut jouer sur des critères internes pour arriver à déterminer à quel type d'expéditeur on a affaire. Ici, par exemple, on a un document qui est très fragmentaire et apparemment un peu difficile, mais il est intéressant parce qu'il a à la fin cette formule « et la paix soit avec toi » qui est un calque de l'arabe salam alek, et cette formule n'est utilisée à l'époque que par les membres de l'administration. Ça veut dire que là, on a une lettre qui émane de l'administration arabe, qui lui arrive donc de haut et qui n'est pas en grec. Plus exactement, le document est bilingue, la demande est formulée en copte et le descriptif de la demande est en grec. Alors, ça fonctionne toujours un petit peu de la même manière. L'expéditeur annonce pourquoi il envoie quelque chose. Donc, il lui dit que c'est à propos des dianomai, c'est-à-dire des réquisitions faites par répartition, et qu'il va lui joindre à la lettre une liste. Donc, c'est toujours le mot gnosis ou le mot logos qui est employé, donc un mot grec, et on peut imaginer, alors soit la liste était jointe dans un autre document, soit comme ici, elle est écrite en grec. Donc on voit qu'il s'agit de fournir des acacias qui sont utilisés pour la construction et notamment la construction de bateaux, des câbles d'encre et du fer. Donc c'est manifestement une réquisition dans le cadre de construction de bateaux. Je montre à titre d'illustration cette image d'un manuscrit grec qui montre donc un aspect de la guerre entre les Byzantins et les Arabes. À cette époque, le califat doit faire face à une contre-attaque des Byzantins, donc on construit à toute vitesse des bateaux et même de nouveaux arsenaux. Ici, nous avons une autre lettre qui est relativement bien conservée, elle, à peu près complète et écrite recto verso. Là, je vous montre le recto. Alors, cette lettre est probablement envoyée à Papas par un serviteur du duc ou quelqu'un de cette catégorie, c'est-à-dire quelqu'un qui est l'égal de Papas sur le plan social, mais qui transmet des ordres venus d'en haut. Alors, comment est-ce qu'on le voit, ça? Parce que la politesse, qui n'était pas très développée dans la lettre précédente, qui était de toute façon incomplète, vous voyez, elle n'est pas énorme, mais Papas est appelé illustre fraternité, illustre frère protégé par Dieu. Donc, il est appelé illustre fraternité, ça veut dire qu'il est frère, donc il est sur le même plan.
en même temps, on voit que la lettre est assez impérative. Donc, il a envoyé 2 listes donc, de réquisitions que Papas devra s'employer à honorer. Et donc, le ton est assez impératif, seulement qu'on les exige en 3 jours, et les 4 marins envoilés au nord avec grand zèle. Et puis, cette phrase, ne sois pas négligent, je ne serai jamais négligent, ne punirai personne, où on sent planer la menace, et ça, c'est quelque chose qui est aussi très présent dans les lettres. Ici, une autre lettre reconstituée, alors également presque entière, mais cette fois grâce à un laborieux travail de reconstitution à partir de 5 fragments qui étaient conservés sous des numéros d'inventaire différents. Donc une très belle reconstitution menée par notre collègue Lajos Berkes, qui aboutit donc à cette lettre de format carré, qui n'était pas un format très fréquent dans les archives, et qui est écrite des 2 côtés. En bas, j'ai entouré en rouge une petite notation, c'est en grec « opisso », qui veut dire de l'autre côté, comme si on écrivait le sigle qui nous sert à indiquer au lecteur qu'il doit passer au verso. C'est une lettre donc d'un certain Pamprépios à son maître. La rhétorique est vraiment beaucoup plus développée, la rhétorique de la politesse est beaucoup plus développée que dans la précédente. Donc quand j'ai reçu la lettre de votre très magnifique seigneurie protégée par Dieu, honorée de toute manière, je me suis beaucoup réjouie car j'ai appris la santé de mon bon Seigneur. Donc ces formules de politesse très développées sont en général la marque de l'infériorité de l'expéditeur par rapport au destinataire. Pamprépios, on le sait parce qu'on a un petit dossier le concernant, est un agent qu'on appelle probablement pistikos de Papas, et il fait fréquemment des voyages entre Edfou et la capitale Fustat, que les Coptes appellent toujours Babylone, et en général, ce sont des affaires extrêmement compliquées, où beaucoup de personnages sont en cause, beaucoup d'intermédiaires, beaucoup de récits dans le récit de tout ce qui s'est passé pour se justifier et ne rien oublier. Donc on a souvent du mal à en tirer des renseignements précis. On en tire plutôt une impression générale de choses contraignantes, urgentes et qui mobilisent l'activité de beaucoup de monde. Il se trouve qu'on a une autre lettre de Pamprépios où on peut sentir justement à quel point les situations pouvaient vite devenir critiques pour les personnages en poste. Ici, il s'agit donc toujours d'une réquisition et la lettre est assez fragmentaire, mais on peut lire une menace qui pèse sur Pamprépios. Au reste, ne laissez pas porter sur moi l'accusation de manger du pain qui est à vous, de donner un carat qui est à vous, car je n'aurai d'autre choix que de devenir esclave pour votre ville, servant sur vos bateaux comme moins que Pistikos, et peut-être de me retrouver à Babylone en condition d'esclave. Chénouté s'est dressé en disant « Si tu pars en secret, j'enverrai embarquer ta femme et la ferai emmener à Babylone ». Et elle a été emmenée et cachée. On a là la confirmation qu'on a dans bien des documents qu'en cas pour s'assurer de la loyauté ou du bon paiement de certaines choses, on n'hésitait pas à prendre en otage les personnes de la famille de la personne concernée. Et on a des formules très caractéristiques de justification. C'est Dieu qui vous convaincra que, où le copte emploie le verbe grec plérophorestai, et puis ces formules de politesse de la fin où Pamprépios salue Papas et toute votre maison bénie. Encore un cliché rhétorique qui permet immédiatement de classer une lettre, de classer en tout cas l'expéditeur de la lettre.
Ici, donc, la représentation de ce que je vous disais tout à l'heure, donc complémentarité des fragments de la Sorbonne et des fragments de l'IFAO, donc une lettre presque complète reconstituée à partir de tous ces fragments, grâce justement à Florent Jacques. Cette lettre émane d'un certain Philothéos et elle est adressée à Papas. Alors Philothéos n'est probablement pas un agent aussi actif que Pamprépios, mais peut-être un propriétaire de rang social inférieur. En tout cas, il est en affaire avec Papas pour un problème de vente de bétail. Et on a deux lettres qui concernent la même affaire, donc c'est assez intéressant. On voit qu'à propos d'une même affaire, plusieurs lettres pouvaient s'échanger. Bien sûr, on n'a pas les réponses que Papas s'envoyait malheureusement, mais c'est assez intéressant parce que donc on s'aperçoit qu'il a livré des bêtes et il prétend ne pas vouloir entendre parler de prix. Sans doute que l'histoire du prix se réglera différemment. Et on a de nouveau cette formule, c'est Dieu qui le confirmera à votre très magnifique seigneurie, à propos d'une mule borgne qui devait probablement se trouver dans le troupeau et dont on a dû faire reproche à Philothéos de l'avoir mise dans l'ensemble et donc il veut la récupérer parce qu'il ne la vendra pas. Alors ici, un tout petit fragment qui apparemment ne paye pas de mine, était un peu désespéré. Donc jusqu'ici, aucun fragment complémentaire n'a été retrouvé. Mais le peu de contenu qu'on a nous permet de dire un certain nombre de choses. Alors on a cette formule très caractéristique de la demande d'aide. En dehors de Dieu et de vous, je n'ai personne. C'est une espèce de cliché du vocabulaire de la pétition, en fait. Et puis, de même pour la deuxième formule, afin que chacun sache que votre aide est sur moi. Donc tout ça, c'est de la rhétorique. La lettre est écrite d'une manière très professionnelle par quelqu'un qui est manifestement un scribe et qui n'est pas l'expéditeur, mais qui s'est mis au service de l'expéditeur. Et à la fin, on a cette phrase « Je ne me marierai pas du tout ». On peut faire l'hypothèse que ce jeune homme ou cette jeune fille qui souhaite se marier ne peut pas avoir de dot et donc s'adresse à Papas pour obtenir de l'aide financière. C'est assez intéressant de mettre ce texte en comparaison avec un texte publié par Raymondon qui est le PA Paul 72 et qui est une invitation adressée à Papas pour un mariage. Puisque s'il plaît à Dieu, nous comptons marier notre fille tel jour du présent mois, je prie donc votre fraternité que Dieu garde, de nous faire sans faute et sans prétexte alléguer l'honneur de sa précieuse présence. Car je n'ai pour personne plus de respect ni d'affection que pour elle. Et je la prie de prendre la peine pour le lustre de la cérémonie, de venir au dit mariage et d'amener ce qu'elle voudra de ses frères et de ses amis. Et je l'embrasse par cet écrit. Et c'est signé à Papas, très grand comte et pagarque, par Athénas, qui était probablement un membre de l'élite locale aussi, mais de rang un peu inférieur à Papas. Un autre aspect intéressant des archives, c'est la pratique du recyclage. Papas s'est apparemment fréquemment servi de lettres qu'il recevait ou de papiers qu'il avait dans son bureau chez ses secrétaires, pour réutiliser les versos et y porter d'autres textes. Ici, à gauche, nous avons un texte copte qui est une pièce juridique, probablement un ensemble appartenant à un arbitrage autour d'un héritage. Et une fois que le document n'est plus utilisé, il est déclassé et il est réutilisé, et c'est ce qui est à droite, pour une comptabilité en grec qui concerne les domaines de Papas. Ce document fait aussi partie de ceux pour lesquels nous avons eu la chance de retrouver presque toute la partie complémentaire à la Sorbonne. Donc ce que je vous avais montré avant, c'était l'état en 2016 et en 2018, le document était presque complet. Il est très étonnant que Raymondon, qui avait publié le côté grec, n'ait rien dit du côté copte. En fait, le côté copte est un brouillon. On s'en aperçoit ici. Vous voyez
il y a des choses écrites au-dessus de la ligne, il y a des choses qui sont barrées, et un certain nombre de choses sont corrigées. Donc c'est un brouillon, et c'est donc d'autant plus logique que Papas l'ait réutilisé pour porter une comptabilité. Le brouillon en question, ce sont des témoignages. Donc, comme je vous le disais à propos d'un héritage, j'ai barré ce qui était barré dans le papyrus. Donc, ils ont donc juré de dire la vérité. Ils ont donc dit, le très pieux est... Alors, le nom d'Asénet a été barré et remplacé par celui de Anna, qui pourrait faire penser que certaines personnes avaient deux noms, ou bien que le copiste s'était trompé sur le nom de la dame qui portait témoignage. Donc nous savons pertinemment que Thémété, la mère d'Ananias, celui qui comparait, lui a donné la moitié de la pièce, celle de l'Est, qui ouvre à l'ouest sur la cour de sa maison du quartier sud, qui se trouve sur le terrain à l'est du Saint-Opos de Saint-Épiphane. Vous voyez la complexité des indications de localisation, mais quand on voit les photos des fouilles avec cet enchevêtrement de maisons, on comprend qu'il fallait être très précis sur la description. Donc, en disant, avant que Torèche, mon défunt mari, ne meure, nous en sommes venus à décider ensemble de lui donner la moitié de cette pièce préalablement, parce que nous ne l'avions pas marié et nous ne lui avions pas donné de dot comme à tous ses frères. Bon, les affaires d'héritage sont toujours, et de mariage sont souvent au premier plan dans ces archives. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas que des papyrus, mais aussi des ostracas. Alors, pas dans la jarre, hein, on n'aurait pas mélangé, bien sûr, des papyrus et des ostracas, mais des ostracas ont été trouvés aussi lors des fouilles des années 1920 et des années 1937-39. Je vous disais aussi tout à l'heure que les documentations étaient en relation, et là, on en a un exemple très clair. On a deux contes. Donc le premier est un conte de peau de chèvre et le deuxième un conte de mouton, qui sont sinon écrits par la même main, en tout cas certainement par le même genre de scribe et attribuables certainement à la même époque. Alors quelle époque? C'est éventuellement la même époque que les archives de Papas, mais parmi les ostracas, on a aussi des pièces qui sont un peu plus tardives et qui datent plutôt du début du 8e siècle. L'histoire d'Edfou s'est étendue sur pas mal de temps. Voilà, donc je termine ici en récapitulant les visées du projet. Donc notre visée première, c'est de reconstruire et éditer un maximum de papyrus coptes et de rééditer certains papyrus grecs pour produire un volume de Péapole II. Ça, c'est en bonne voie. Je pense que d'ici 1 ou 2 ans, ça pourrait être fait. Et puis, réfléchir en même temps qu'on édite à la place et au rôle des documents coptes dans les archives. Quelles sont les catégories de gens qui écrivent en copte? On commence à le savoir un peu, mais pourquoi dans la même catégorie, certaines personnes écrivent en grec, d'autres en copte? Y avait-il des raisons objectives? C'était juste une question de maîtrise plus ou moins importante de la langue. Et puis réfléchir aussi sur le sens du mot archive. Bien entendu, c'est difficile parce que comme on ne sait pas comment les papyrus étaient disposés quand on les a trouvés, mais archive, quand on pense archive, on pense éventuellement à un ensemble de documents qui ont été classés ou qui sont en tout cas destinés à l'être et qui sont rangés dans un certain nombre d'endroits destinés à cela. Ce n'est pas le cas avec une jarre. Hein. Avec une jarre, on ne peut pas espérer avoir un rangement rationnel et il est possible que le mot archive soit un peu abusif, c'est-à-dire qu'ici on aurait peut-être empilé en désordre dans une jarre et dans une sorte de dépotoir en fait un ensemble de papier. Voilà. Donc ça fait partie des préoccupations que les papyrologues dans les dernières années ont beaucoup mis en avant et ça n'enlève rien à l'intérêt des documents, c'est juste une question de terminologie. Il est aussi intéressant de rechercher des pièces d'Edfou dans d'autres collections. On sait que certains papyrus ont échappé à la jarre.
certains, un ou deux sont à Florence, un ou deux sont à l'Université du Michigan. Donc il est possible que sur des critères internes, on puisse rattacher encore d'autres documents conservés ailleurs à ce dossier. La documentation copte trouvée lors des fouilles franco-polonaises n'est pas encore étudiée de manière systématique, donc il y a encore du travail à faire sur cette question, mais nous avons un Polonais dans l'équipe, donc c'est plutôt une bonne chose. Et puis, il resterait aussi à étudier la documentation arabe. Vous avez remarqué que l'arabe est complètement absent de mon schéma. C'est probablement à cette époque, après ça va changer assez vite, mais l'arabe n'est pas encore utilisé dans la transmission des ordres. Mais il y a pas mal de papyrus arabes et d'ostracas arabes qui n'ont pas été trouvés dans la jarre et qui seront à étudier dans les années qui viennent. Et finalement, sur la base de cette documentation, nous voudrions contribuer à écrire une partie de l'histoire des Tfou entre la fin de l'Antiquité tardive et les premiers siècles de l'islam. Je vous remercie.